Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 28 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour la quotidienne, on va parler crypto, on va parler BTC, on va parler aussi chiffres macro parce qu'on a des grosses nouvelles qui devraient arriver cette semaine. Il va falloir parler de tout ça et on commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. On va encore parler de Binance, mais cette fois-ci on va pas parler de CZ, on va pas parler de l'impact de ce qui s'est passé sur Binance, on va surtout parler de Richard Teng, qui est le nouveau CEO de Binance, et l'approche qu'il a par rapport à l'avenir de Binance. Clairement, il a été assez franc dans sa prise de parole. Il a expliqué qu'il avait un plan, qu'il allait communiquer dessus, on allait bientôt en entendre parler, et que ces deux axes étaient, à un moment donné, travailler avec les gouvernements pour assurer, la mass adoption. Il reste toujours dans l'idée d'aller vers la mass adoption du Web3, et c'est exactement ce qu'il souhaite, et il compte justement travailler énormément avec les gouvernements. En même temps, il n'a pas trop le choix avec le gouvernement américain pour pouvoir justement assurer ce but. Et c'est intéressant de voir l'approche qu'il a, qui est quand même relativement identique que celle de CZ, mais juste plus délavée. En tout cas, le souci, c'est que ça n'a pas encore convaincu. Je pense que, en effet, on va devoir attendre vraiment les communications par la suite. Ça va être compliqué de reprendre les rênes après CZ qui était très très présent sur les réseaux, qui lui-même en fait était une forme de porte-parole générale sur l'ensemble des cryptos, dans lequel il avait la bonne parole et il cherchait à justement promouvoir l'ensemble des cryptos, l'adoption du Web3. Il avait toujours défini qu'il ne cherchait pas à gagner des parts de marché existantes, mais à conquérir celles qui ne l'étaient pas encore. Et justement, le fait de pousser l'adoption du Web3, mot qui revient encore une fois dans le discours du nouveau CEO. Mais est-ce qu'il va être capable d'avoir autant d'impact, autant de force? Je pense qu'on aura très vite la réponse. Un petit article qui est assez sympa, dans lequel on va aller le confirmer par la suite avec un petit graphique. Est-ce que l'or à plus de 2000 $, va sonner la fin de la hausse du Bitcoin? En gros, l'idée qui est définie derrière, c'est que le fait que l'or passe les 2000 $ est un signal que, à un moment donné, l'or reste et restera toujours l'étalon, et que forcément le Bitcoin derrière n'arrivera pas à suivre, et qu'il y aura une descente en fait de corrélation entre les deux. Et l'article revient, et notamment Shift revient sur le fait que les Bitcoin maximalistes ont utilisé l'échec de l'or à passer les 2000 $ pour valoriser le Bitcoin. Et je pense que c'est intéressant d'analyser non pas l'un versus l'autre, mais plutôt l'un par rapport à l'autre. D'accord, on va se construire un ratio Bitcoin sur or, et vous allez voir que ça va être très sympa, ça va être dans la partie technique. Alors, au niveau des nouvelles, il y a aussi d'autres petites choses qui sont relativement sympas. Ça va être le calendrier économique, dans lequel on a quand même pas mal de petites choses qui sont en train d'arriver cette semaine. Alors, comme d'habitude, là, j'ai pas mis les feats, mais on va mettre les feats rapidement sur les États-Unis et l'Europe, bien que ça va être surtout cette semaine les États-Unis qui vont être importantes. Dans lequel on a ici la conférence board qui va être relativement important. Je pense que par contre les marchés vont assez peu réagir dessus parce qu'on va être à peu près au prévisionnel. On va avoir surtout mercredi le PIB T3 qui tombe avec un prévisionnel à 4,9 versus 2,1 historiquement, donc sur ce qui s'était passé sur le précédent trimestre. Donc là on a vraiment un impact très fort sur la force du marché des US, et là-dessus la part du Nasdaq et donc des parties tech est vraiment très très importante, et surtout la part de l'equity et donc de la performance des actions par rapport à l'ensemble de la performance US est vraiment surpondérée. Ça on en discutera certainement dans une vidéo du samedi hebdomadaire, dans lequel je suis en train de vous trouver des petites informations. Vous allez voir que c'est relativement impressionnant, on en discutera ensemble ce week-end. Néanmoins, c'est vraiment pour moi le rendez-vous avec mercredi 29, et ensuite on ira chercher vendredi le discours de Powell, bien que jeudi on a quelques informations
comme l'IPC sur l'Europe, je pense que ça bougera absolument pas. Et ensuite, on aura les PCE Core qui tomberont, mais qui devront être à peu près équivalents à l'attendu, donc assez peu de mouvements, somme toute. On n'oublie pas qu'on est à la fin de l'année. Fin de l'année, ça veut dire que on arrive sur décembre. Décembre, on prend les profits justement pour Noël, mais aussi pour clôturer tout simplement les performances de l'année et empocher les primes. C'est souvent le cas et donc forcément on fait toujours très attention à des positions qui peuvent être agressives justement à la vente. D'ailleurs sur le Nasdaq, on a une temporisation, une grosse temporisation sur ce niveau important dans lequel on a une consolidation au-dessus des 4500, ce qui est plutôt positif pour une continuité haussière, mais c'est relativement faible, hein. On va pas se cacher que là, à l'heure actuelle, si jamais on a encore une journée aujourd'hui et une journée demain qui nous font repasser en dessous, là ce sera ultra bearish, surtout si la bougie weekly soit consolide en dessous. Alors là par contre si on clôture en dessous, c'est-à-dire qu'on aura un mois de décembre qui risque d'être relativement rouge et dans lequel on risque d'aller retester des niveaux un petit peu plus bas pour avoir une respiration sur l'SP500 qui risque d'être plus agressive. Niveau du dollar américain, très important, on a bien fait notre réintégration ici dans le range dans lequel on est depuis un certain temps, et on voit qu'on est en train doucement de se diriger vers les 101, ça n'a pas changé, on a bien ici toujours le même momentum qui est en train de se faire. Au niveau du pétrole, intéressant de voir aussi, on est dans une réintégration de range en fait qui est présent depuis relativement longtemps, depuis octobre 2021, donc niveau important ici par rapport au SP500 et par rapport à la crise macroéconomique qu'on a pu connaître. Donc on a bien ici la mise en place de ce range avec la consolidation avant d'avoir la dernière accélération, avant d'avoir une respiration, et on voit que on est en train de réintégrer totalement avec le mois que l'on est en train d'avoir, on voit que on est à peu près au milieu du range, et il est fort probable d'aller chercher le bas du range à retest 66, et haut du range 83, je pense que si on reste à 66, ce sera vraiment pas longtemps. Encore une fois, les pays l'OPEP ne laisseront pas faire et on remontera dans les alentours de 70-80. Les chiffres qui vont être importants à surveiller, notamment au niveau de l'annonce du PIB US, ça va être ici, le différentiel entre les bounds 10 ans et 2 ans. D'accord, très important, niveau qui est en négatif, qui sous-entend que on a un pricing d'instabilité dans les 2 ans qui est plus important que la possibilité d'avoir de l'instabilité dans les 10 ans, c'est exactement en fait la représentation des deux que l'on peut avoir, et on voit que là on a ravalé la grosse bougie qu'on avait déjà commencé à faire le mois précédent, et on va voir la réaction que l'on aura sur le PIB, très important. Si on a un ravalement haussier, c'est plutôt positif. Si par contre on va retester des niveaux bas, très bas, qui sont ici les 0,64, ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti, et ça risque de mettre beaucoup de temps avant de repasser en positif, et certainement l'instabilité politique jouera dessus avec, comme date à garder en tête, les élections présidentielles américaines. Alors, BTC versus Gold, très intéressant comme analyse, justement on rebondit sur l'article qu'on a lu tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on est dans une zone qui est relativement importante, dans laquelle on a bien eu cette dernière phase d'accélération. On est en train de retester deux zones de résistance très importantes qui ont été supports historiquement, et surtout on est en train de combler une partie d'imbalance au niveau de cette bougie qui correspond aussi potentiellement à un retest de l'order block qui se trouve ici. On est encore relativement loin, mais je pense qu'on peut encore faire une petite accélération, sous-entendu une petite surperformance de BTC par rapport au Gold, avant d'avoir certainement une forme de retracement beaucoup plus agressif. Là-dessus, encore une fois, le retracement peut être dû à deux choses. Un, une sous-performance de BTC par rapport au Gold, sous-entendu BTC chute et le Gold non, voire même l'inverse. Et à côté, on pourrait avoir justement le Gold qui, lui, s'échappe à la hausse et donc accélère versus un BTC qui accélère moins vite ou voire stagne ou voire même chute. Et en fait, c'est les deux qui entraîneront un retracement, et on voit des niveaux de retracement qui sont quand même relativement importants, qui sera un ratio de 15, dans lequel on a une grosse partie d'imbalance, donc ce serait tout à fait cohérent, en effet, d'avoir une surperformance de l'or par rapport au BTC dans les semaines qui arrivent, et de toute façon, je pense qu'on va se noter ce graphique, et on y retournera certainement Q1 2024 pour regarder ce qu'il en est, parce que c'est intéressant. Au niveau du BTC, on a une semaine qui est relativement dans le rouge, hein, qui est en train de se confirmer. Bon, la semaine est loin d'être terminée, mais surtout quand on regarde en daily, on voit surtout qu'on est dans un range et pas plus que ça, d'accord? Il n'y a pas de tendance à proprement parler, on est juste dans une forme de latéralisation / une consolidation par rapport à toute l'accélération haussière que l'on a eu toujours ce cric-là haussier, suivi d'une latéralisation qui est classique. Par contre, on voit quoi? On voit ici une divergence baissière qui est bien en train
de se mettre en place avec la latérisation et derrière un momentum qui est en train de s'effondrer, et c'est pas pour rien que depuis d'ailleurs quelques jours on sent une faiblesse au niveau des cours. On l'a déjà senti dans cet impact baissier dans lequel je vous avais expliqué que si on faisait la rupture de ce niveau là hier, on allait faire sauter l'inducement ici, voire même retester ici. On voit qu'on est allé rechercher au pixel près justement le retest et le 0,5 pour avoir une réaction haussière qui est plutôt classique, hein. Quand on zoome, on voit bien qu'on est allé chercher pile poil l'imbalance qui est ici, donc on a bien comblé toute cette partie de chute drastique, donc on est vraiment dans un retest bearish classique aussi, qui sera confirmé encore une fois, avec une cassure ici des 36 722, et à ce moment-là, pour moi, ma target sera dans les alentours des 36 200. C'est une très bonne target et je pense qu'elle est confirmée assez rapidement par Fibonacci. Si on prend l'extension de cette impulsion baissière sur le retracement, on est sur un objectif 1 et 1,1, oui c'est ça, à 36 300, 36 200, donc pour moi là on aura potentiellement une belle réaction, à voir si on fait une très belle accumulation pour repartir, soit on va chercher le plus bas, et là par contre ce sera un très gros signal, d'accord? Pensez bien que là pour l'instant, on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent en termes de retracement, tant que on ne va pas casser ce lot-là, d'accord? Si on casse ce lot-là, ça sous-entend que là, on a un très gros signe bearish qui est en train de se mettre en place, et donc ça sous-entend qu'on fait sauter les lots suivants, et donc derrière potentiellement toute la liquidité qui a été accumulée durant tout ce cric haussier, et donc là c'est la théorie du retest des 33 200, voire même 32 000, avec une accélération baissière. D'ailleurs, est-ce que au niveau de l'order flow, on a des choses qui sont en train de se mettre en place? Bah, on a quand même toujours cette grosse divergence entre le cours et l'open interest, que ce soit sur Binance ou que ce soit celui cumulé sur tous les exchanges. Donc ça sous-entend qu'on a une diminution des leviers qui sont en train d'utiliser, que ce soit à la baisse ou à la hausse, hein. Je rappelle que là c'est un cumul de l'open interest, sous-entendu un cumul des leviers utilisés. Et on voit bien toujours une continuité de la baisse des positions des top traders, donc toujours ici une continuité soit de prise de profit, soit plutôt une augmentation des shorts pour accélérer la baisse. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que en fin d'année, il y a des prises de profit qui sont effectuées, et ça ne peut que arriver dans le mois de décembre, et on se rapproche justement du mois de décembre. Au niveau de la liquidation map, intéressant de voir que on est en train de construire des longues, on les absorbe, on construit des longues, on les absorbe, et c'est exactement ce que l'on a connu dans l'accélération haussière. D'ailleurs, durant tout le long de l'accélération haussière, c'est ce type de construction qu'on a vu, mais inversé, justement, donc avec des shorts qui étaient avalés systématiquement, et on voit bien que les positions sont en train d'être rachetées par rapport aux positions short, d'accord? Donc ça veut dire que on a bien ici les leviers qui se positionnent majoritairement sur du long, et ce qui est positif pour du long squeeze, et une continuité baissière, et on voit bien ici, encore une fois, sur Kingfisher, que on a bien un bloc de liquidité qui est en attente, et qui va pile poil, en fait, chercher tout le segment que l'on a là, et donc potentiellement, ici, la zone que l'on a. On a une concordance entre la liquidité, l'analyse et les ratios de Fibonacci, donc on pourra avoir en effet une cassure dans cette zone-là, et voir une accumulation, voir la réaction du cours à ce moment-là. Au niveau des CVD, toujours on continue à s'enfoncer, ce qui est plutôt logique, hein, donc un marché qui est en perte d'accélération, donc un marché qui est beaucoup moins agressif, et de toute façon, dans tous les cas, la fin de l'année est toujours une perte d'agressivité au niveau du marché. Je terminerai sur le Total 3 pour vous dire que, somme toute, je pense qu'on s'en sort plutôt pas trop mal sur les altcoins, on ne s'enfonce pas trop malgré les cassures baissières que l'on a au niveau du BTC actuellement. Je pensais qu'on allait potentiellement chercher le bas assez vite de cette bougie, ce n'est pas le cas, donc on arrive à tenir grâce à des performances de certains altcoins, et clairement ça permet de maintenir les niveaux sur Total 3. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça soutient le travail que j'effectue et ça me fait toujours très plaisir. Nous on se retrouve à 13h30 pour parler de Flux.